Bon, nous voici de retour avec les manifestations cliniques du Parkinson. Je vous ai dit au début de la première capsule qu'il y avait des manifestations moteurs, les tremblements, la bradykinésie, tout ça, mais qu'il y a des manifestations non motrices aussi qui ont comme, on dirait, pas rapport avec le Parkinson, mais qui clairement sont souvent associées au Parkinson. Alors, on parle de transpiration. De transpiration excessive, d'hypotension orthostatique. Donc, ça veut dire que ces gens-là, déjà qui sont à risque de tomber parce qu'ils tremblent, parce qu'ils bougent pas rapidement, parce qu'ils se traînent les pieds puis ont une démarche qui est typique du parkinsonien, en plus, ils font de l'hypotension orthostatique. Donc, ils sont à très, très haut risque de faire du Parkinson. C'est des gens qui souffrent énormément de constipation, qui ont des troubles de sommeil fréquents. Donc, ils sont très fatigués. Ils ont des troubles de sommeil, une grosse roue qui tourne. Et la fatigue et les troubles de sommeil, ça augmente le risque de chute encore plus. C'est des gens qui ont tendance à avoir des problèmes neuropsychotiques aussi, psychiatriques. Alors, c'est des gens qui souffrent beaucoup de dépression. Est-ce qu'ils souffrent de dépression parce qu'ils ont le Parkinson ou c'est le Parkinson qui cause la dépression? On n'est pas certain, mais on pense que c'est un peu les deux. C'est des gens qui ont tendance à faire des hallucinations. 40% quand même des patients qui ont le Parkinson qui font des hallucinations, des psychoses, de l'anxiété et de la démence. Puis c'est une démence qui est spécifique. C'est pas une démence d'Alzheimer, c'est une démence à corps de Lewy qui est associée au Parkinson. C'est une démence dégénérative aussi, mais c'est pas dégénératif comme l'Alzheimer qui, lui, c'est des plaques séniles, c'est des plaques qui se forment sur les neurones qui font que le message ne se rend pas bien. La démence à corps de Lewy, c'est vraiment des neurones qui sont endommagés par le manque de dopamine probablement, mais il reste que c'est une démence qui est associée au Parkinson. C'est des gens qui ont des problèmes, qui ont souvent des problèmes sensoriels, qui souffrent de beaucoup de douleurs. Et c'est des gens, et là, j'en ai parlé au début, le fameux test qui pourrait arriver là, pour diagnostiquer les gens avant même qu'ils aient des symptômes de Parkinson, c'est l'hyposmie. L'hyposmie étant une perte d'odorat. Puis il vient avec ça une perte de goût nécessairement. Donc, ils disent qu'il semblerait que 70 à 90% des patients d'Alzheimer ont commencé à souffrir d'hyposmie 10 ans avant le diagnostic de Parkinson, 10 ans avant les manifestations typiques du Parkinson. Donc, en ce moment, il y a un chercheur canadien, à la limite, c'est un chercheur québécois, il est de Montréal, qui est en train de développer un test diagnostique qui va utiliser justement cette manifestation clinique-là, qui est la perte d'odorat et la perte de goût. Puis là, je vous ai mis le lien là, pour aller voir ces recherches. Les hommes qui font du Parkinson souffrent aussi de dysfonction érectile et urinaire. Donc, tout ça, c'est des manifestations non motrices, mais qui sont associées au Parkinson. On dit que le Parkinson, c'est une maladie qui est diagnostiquée souvent dans le début de la soixantaine, mais il y a certains patients, quand même pas une tonne, là, on parle de 5 à 10%, où les premières manifestations vont apparaître au début de la quarantaine, même à la fin de la trentaine. Quand ça arrive, cette sorte de Parkinson-là, la forme précoce de Parkinson, l'évolution de la maladie est relativement rapide au début. Donc, la perte de mobilité, les tremblements vont évoluer rapidement pendant 5 à 10 ans, puis au bout de 5 à 10 ans, ça va se stabiliser, puis après, les manifestations cliniques vont se dégrader graduellement de façon beaucoup plus lente. Mais les 5 à 10 premières années, ça se fait assez rapidement. Si la personne est diagnostiquée plus tard, la forme usuelle de Parkinson, qu'on diagnostique fin cinquantaine, début soixantaine, l'évolution, ça se fait quand même assez lentement là, sur une période de 10 à 20 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, les manifestations cliniques, surtout les tremblements, vont apparaître sur un seul côté du corps au début. Donc, il va y avoir une main qui va
qui va trembler, à un moment donné, la tête va partir, puis là, si on pouvait me voir en plein écran, ça serait encore mieux. Je pourrais vous faire mon imitation du patient parkinsonien, mais il marche penché vers l'avant, il y a une main qui tremble, il se traîne les pieds par terre, ses bras ne balancent pas chaque côté de son corps. Vous savez que quand on marche, sans s'en rendre compte, nos bras balancent chaque côté de notre corps, et la raison pourquoi ça fait ça, c'est pour garder notre ballon. Si notre corps ne fait pas ça, ce mouvement-là des bras, on va perdre l'équilibre beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment problématique chez les personnes qui ont le Parkinson. La vitesse d'évolution de la maladie, c'est différent d'une personne à l'autre. Chez certaines personnes, ça va évoluer un petit peu plus rapidement que d'autres, mais il reste que c'est une maladie dégénérative qui ne se guérit pas. Ça reste que on ne peut que ralentir les manifestations cliniques, on ne peut que soigner les manifestations cliniques. Donc, je l'ai dit au début, le bras qui est atteint va trembler, il balance pas quand on marche, la personne marche à petits pas, ses pieds glissent sur le plancher au lieu de se lever. Donc, vous comprendrez que dans les maisons, s'il y a du tapis, s'il y a des obstacles, ces gens-là vont souvent tomber parce que leurs pieds ils lèvent pas les pieds quand ils marchent, ils les glissent par terre. Le corps va devenir de plus en plus fléchi vers l'avant. Donc, le centre de gravité change. Donc, ça augmente le risque de chute. Les pas deviennent de plus en plus rapides si on a une perte d'équilibre. Là, ils vont marcher rapidement, puis ils vont tomber vers l'avant, comme on a vu dans la vidéo un peu plus tôt, là. Puis si vous l'avez regardé, la vidéo, la deuxième partie du vidéo, le monsieur qui est sur le vélo, c'est le même monsieur, là. Alors, on va voir dans les traitements que l'exercice physique, c'est un traitement de Parkinson. Mais là, si on revient à la démarche, retournez, si vous ne l'avez pas regardé, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller le voir, puis de voir cette démarche qui est typique du Parkinsonien. Penché vers l'avant, il regarde pas trop ce qui s'en va, les bras ne balancent pas, ça tremble plus sur un côté que sur l'autre, les pieds glissent par terre au lieu de se lever. Et s'il y a une perte d'équilibre, ils ont la démarche là, c'est comme on appelle ça la course du Parkinsonien. Il va vite avec ses petits pas, puis il va tomber vers l'avant. Ensuite de ça, dans le même vidéo, si vous avez remarqué, quand la physiothérapeute lui demande de tourner puis de retourner, de se tourner lui-même et de retourner de où il vient, il est pas capable. Il est comme gelé là. Puis c'est pas parce qu'il veut pas se retourner puis retourner à son fauteuil, c'est que il est gelé là. On appelle ça le freezing. C'est quand même une forme très grave de bradykinésie, c'est que le patient n'est pas capable de marcher du tout, il est gelé là, puis il essaye là, il veut le dire à son corps là, ouais, on fait des pas, puis on avance en avant, mais ils sont pas capables. Là, je vous ai mis trois liens YouTube. Il y en a un qui c'est pour un film avec Robin Williams qui dépecte la vie d'un vrai chercheur. Vous allez voir dans le deuxième lien ou le troisième lien, c'est un vrai chercheur c'est lui qui a découvert le lévodopa. Le lévodopa qu'on utilise, puis on va le voir dans la pharmacothérapie plus tard, le lévodopa qu'on utilise pour soigner le Parkinson, c'est encore le médicament qui est utilisé aujourd'hui, mais ça a été découvert dans les années 50, là. Puis le premier lien, c'est la bande-annonce du film qu'ils ont fait sur ce chercheur-là. Puis si vous regardez les deux liens, là, l'acteur qui joue le rôle du chercheur, c'est Robin Williams. Et il ressemble au monsieur là, qui existe dans la vraie vie. Et ce qu'ils ont fait, ce que lui a fait, c'est qu'il disait, si je donne des grosses doses de lévodopa à des patients, c'était des patients qui étaient hospitalisés depuis des années, qui étaient pris dans leur corps, dans une bradykinésie intense, une forme de freezing très, très grave. Lui, il disait, je suis certain que si je leur donne du lévodopa à ces patients-là, ils vont se réveiller et ils se sont réveillés. Regardez, le premier vidéo, c'est la bande-annonce. Le deuxième vidéo, c'est un reportage qui a été fait sur le vrai monsieur. Puis c'est les vrais patients qui reçoivent des vraies doses de lévodopa. Ils sont gelés
une minute avant, ils reçoivent leur dose de lévodopa et la minute d'après, sont capables de parler, sont capables de se lever, sont capables de bouger. C'est très, très impressionnant. Et aujourd'hui, c'est un médicament qui est encore utilisé pour ceux de vous qui sont allés en stage et qui ont eu des patients parkinsoniens. Dans la progression de la maladie, le problème, c'est que éventuellement, le lévodopa va donner des effets secondaires qui sont ressemblants au Parkinson. Donc, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'avoir une dose de lévodopa qui va rester le plus stable possible parce que plus on donne des grosses doses de lévodopa, plus on a des effets secondaires qui sont semblables au Parkinson qui vont s'ajouter. Donc, c'est comme si on soignait plus rien. Puis dans la vidéo, il y a certains patients qui, au bout d'un moment, ont décidé d'arrêter le traitement parce que les effets secondaires étaient trop grands par rapport à ce que ça leur apportait de positif. On parle de troubles de mémoire, de fatigue, d'hypophonie, de mouvements involontaires qui sont atroces. Si vous regardez les deux vidéos, là, vous allez voir ce que je veux dire. Dans les complications, dans ces fameuses complications-là, on parle de dyskinésie grave, de mouvements involontaires spontanés. C'est qu'on n'a aucun contrôle dessus, puis si vous regardez la vidéo, vous allez en voir. De l'immobilité totale, puis là, ça, c'est comme dans le film Awakening. De la déglutition qui est de plus en plus difficile. Donc, c'est des patients qui vont avoir de plus en plus de la difficulté à manger, de plus en plus de difficulté à avaler. Donc, ils vont souffrir de malnutrition épouvantable, de pneumonie par aspiration épouvantable, de faiblesse généralisée, puis ils vont être encore plus propices aux infections, aux pneumonies, aux infections urinaires, aux lésions de pression. Ils vont faire des chutes, ils vont se casser des os parce qu'ils ont des pertes d'équilibre épouvantables. Tout ça, c'est autant des complications de la maladie de Parkinson que très, très loin dans la maladie que des complications de trop grosses doses de lévodopa. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans la maladie, ils vont décider d'arrêter le traitement de lévodopa et de soigner avec d'autres molécules parce que le lévodopa est trop problématique. Comment qu'on diagnostique le Parkinson? Je vous l'ai dit tantôt, en ce moment, il n'y a pas de test pour dire on passe ce test-là, puis il devient positif, donc on vous le dit, vous êtes atteint du Parkinson. Il n'y en a pas de ça encore. Alors, on commence par un examen physique où on doit avoir la triade, les tremblements, la rigidité, la bradykinésie. Et puis, si on a éliminé toutes les autres choses qui pourraient causer ces manifestations cliniques-là, exemple une tumeur au cerveau ou des problèmes de glucose, des problèmes de toxicité de certaines substances, on a éliminé ça. On va leur donner des antiparkinsoniens, puis s'ils répondent aux antiparkinsoniens, ben ils sont atteints de Parkinson. La résonance magnétique peut peut-être donner une petite image, mais pas tant que ça. Donc, il faut éliminer toutes les autres possibilités qui pourraient causer ces manifestations cliniques-là. Puis un coup qu'on a ça, qu'on n'a rien trouvé qui cause les manifestations cliniques, ben on donne des antiparkinsoniens, tu réponds bien aux antiparkinsoniens, tu es atteint de Parkinson. Ça va aller mieux un coup qu'on va avoir là, le fameux test avec la perte d'odorat puis la perte de goût. Donc, pour la pharmacothérapie, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une augmentation de la production de dopamine ou un médicament qui va s'opposer aux molécules qui s'opposent à la dopamine. Donc, le petit peu de dopamine qu'on a, on va essayer qu'elle fonctionne le mieux possible. Donc, on va donner les anticholinergiques pour... là, je suis toute en train de vous mélanger, là. C'est pas clair. On va arrêter la vidéo, puis je vais continuer avec la vraie médication. Ça va être plus simple un coup qu'on voit les médicaments.